Il existe en France un mot qui fait peur à tous les propriétaires, un mot qui peut faire chuter la valeur d'un bien de plusieurs dizaines de milliers d'euros, un mot qui conditionne désormais la possibilité même de louer un logement. Ce mot, c'est passoire thermique. Mais ce que presque personne ne dit à voix haute, c'est que ce mot ne raconte qu'une moitié de l'histoire. Il existe une seconde passoire thermique tout aussi réelle, tout aussi dangereuse pour la santé et le confort, et pourtant totalement absente du débat public, des diagnostics officiels et même des priorités de rénovation. Cette passoire-là, c'est celle de l'été. Un logement peut obtenir un excellent DPE, afficher fièrement une étiquette A ou B, être présenté comme un modèle de rénovation énergétique réussi, et devenir malgré tout, chaque été, une fournaise invivable dès que la température extérieure dépasse 30 degrés pendant plusieurs jours. Ce paradoxe, très peu de gens le comprennent avant de le vivre, et c'est précisément ce silence qui pose problème. Pour comprendre pourquoi cette passoire thermique estivale reste invisible, il faut d'abord comprendre ce que mesure réellement le diagnostic de performance énergétique. Le DPE a été conçu, historiquement, pour répondre à une préoccupation bien précise. La consommation d'énergie liée au chauffage et, dans une moindre mesure, à l'eau chaude sanitaire. C'est un outil pensé dans une logique hivernale, hérité d'une époque où le principal risque thermique en France était le froid, la facture de chauffage, la déperdition par les murs, les fenêtres, la toiture. Cette logique a du sens, mais elle a un angle mort presque total sur ce qui se passe l'été, dans un logement soumis à de fortes chaleurs. Un appartement peut avoir une isolation extérieure performante, un triple vitrage récent, une chaudière optimisée, et cocher toutes les cases qui rassurent sur le papier, tout en étant orienté plein sud, avec de larges baies vitrées non protégées, aucune ventilation nocturne possible, et une inertie thermique quasi nulle. Ce logement affichera un excellent classement énergétique. Et pourtant, en pleine canicule, il pourra dépasser plus facilement les 35 degrés à l'intérieur qu'un vieux bâtiment en pierre mal isolé, mais doté de murs épais, de petites fenêtres et de volets efficaces. C'est là que se niche la vraie contradiction française. On a construit tout un système de valorisation immobilière, d'obligations de rénovation, d'aides financières, autour d'un indicateur qui ignore largement le confort d'été. Résultat, des millions d'euros sont investis chaque année dans l'isolation hivernale, dans le remplacement de systèmes de chauffage, dans la chasse aux ponts thermiques d'hiver, pendant que la question de la surchauffe estivale reste traitée comme un simple inconfort passager, un non-sujet presque anecdotique face au grand chantier de la rénovation énergétique version froid. Or, les chiffres de fréquentation des canicules en France racontent une autre histoire. Les épisodes de forte chaleur sont devenus plus fréquents, plus longs, plus intenses ces dernières années, touchant des régions qui, historiquement, n'étaient pas habituées à ce type de stress thermique. Le climat océanique du nord et de l'ouest, longtemps épargné par les vagues de chaleur extrême, connaît désormais des étés où la question du rafraîchissement devient centrale, dans des logements qui n'ont jamais été pensés pour cela. Le climat continental de l'Est, avec ses écarts de température marqués, ajoute une contrainte supplémentaire. Des hivers rigoureux qui imposent une isolation forte, combinée à des étés de plus en plus chauds, qui transforment cette même isolation en piège thermique, si elle n'est pas accompagnée d'une stratégie d'été adaptée. Le paradoxe devient presque cruel quand on l'observe de près. Plus un logement est bien isolé selon les critères hivernaux classiques, plus il peut, en l'absence de protection solaire et de ventilation nocturne pensées en parallèle, devenir difficile à rafraîchir l'été. Une isolation performante empêche la chaleur de sortir aussi efficacement qu'elle empêche le froid d'entrer. Sans stratégie de gestion des apports solaires, sans ombrage extérieur, sans ventilation nocturne, cette même isolation devient un couvercle qui retient la chaleur accumulée en journée. C'est un phénomène particulièrement marqué dans les logements rénovés à la va-vite, où l'on a ajouté une isolation par l'extérieur ou remplacé les fenêtres uniquement pour répondre aux exigences réglementaires et obtenir une meilleure étiquette énergétique, sans jamais repenser la question des protections solaires, de l'orientation des baies vitrées ou de la possibilité d'une ventilation traversante. On corrige un problème d'hiver en créant, sans le savoir, un problème d'été. Les appartements sous les toits illustrent cette réalité de façon presque caricaturale. Une toiture mal isolée ou insuffisamment ventilée transforme le dernier étage en accumulateur de chaleur, un peu comme un capteur solaire involontaire. Même un DPE correct pour l'ensemble de l'immeuble ne reflète absolument pas ce que vivent, concrètement, les habitants de ces logements en pleine canicule, où la température peut rester élevée jour et nuit, empêchant tout repos réparateur pendant des jours consécutifs. Le monde de la copropriété ajoute une couche de complexité supplémentaire à ce problème silencieux. Installer des protections solaires extérieures efficaces, comme des volets ou des stores, nécessite souvent l'accord de l'Assemblée générale, des contraintes esthétiques strictes, parfois des délais administratifs qui découragent les initiatives individuelles. Pendant ce temps,
La climatisation individuelle, plus simple à installer sans concertation collective, devient la solution de facilité, malgré son coût énergétique, son impact sur la facture d'électricité, et sa contribution à la surchauffe globale des villes via le rejet de chaleur à l'extérieur, qui aggrave les îlots de chaleur urbains dans les zones denses. Il faut être honnête sur un point, cette passoire thermique estivale n'a pas de solution miracle unique. Ce serait malhonnête de prétendre qu'un seul geste, un seul produit ou une seule rénovation suffit à régler le problème partout, dans tous les types de logements. La réalité est plus nuancée, et c'est justement cette complexité qui explique pourquoi le sujet reste sous-traité. Ce qui fonctionne dans une maison individuelle en climat méditerranéen, avec la possibilité de créer une ventilation traversante nocturne et d'installer des protections solaires extérieures sur toutes les façades exposées, ne fonctionne pas nécessairement dans un appartement en copropriété urbaine, où une seule façade est exposée, où l'on ne peut pas ouvrir les fenêtres la nuit pour des raisons de sécurité ou de bruit, et où les contraintes collectives limitent les interventions individuelles. De la même manière, l'inertie thermique, ce concept qui revient souvent dans les discussions sur le confort d'été, n'est pas une solution universelle instantanée. Un bâtiment à forte inertie, en pierre ou en béton épais, peut effectivement absorber la chaleur de la journée et la restituer progressivement, ce qui limite les pics de température ressentis. Mais cette inertie ne devient un avantage réel que si elle est associée à une ventilation nocturne efficace, permettant d'évacuer cette chaleur stockée avant le lendemain. Sans cette évacuation nocturne, l'inertie thermique se transforme en accumulation continue, aggravant la situation jour après jour lors d'une canicule prolongée, ce qui explique pourquoi certains bâtiments anciens, réputés pour leur fraîcheur naturelle, peuvent eux aussi devenir insupportables lors des vagues de chaleur qui durent plus d'une semaine sans répit nocturne. Cette nuance est essentielle, parce qu'elle explique pourquoi le confort d'été ne peut pas être résumé à un indicateur unique, contrairement à ce que le DPE tente de faire pour l'hiver. Le confort estival dépend d'une combinaison de facteurs qui interagissent entre eux. Orientation du bâtiment, présence ou absence de protections solaires extérieures, possibilité réelle de ventilation nocturne, inertie thermique des matériaux, densité urbaine environnante, présence de végétation à proximité, et comportement des occupants eux-mêmes, notamment sur le moment où ils choisissent d'ouvrir ou de fermer leurs fenêtres et leurs volets. C'est justement cette complexité qui rend le sujet difficile à traiter politiquement et médiatiquement. Il est plus simple de communiquer sur un chiffre unique, une étiquette de A à G, qu'expliquer que le confort d'été dépend d'une interaction fine entre plusieurs paramètres du bâtiment et des habitudes de vie. Le DPE, dans sa version actuelle, ne capture pas cette complexité, et c'est précisément pour cela que des logements peuvent être officiellement performants tout en étant, concrètement, des pièges à chaleur en période de canicule. Il existe pourtant des signaux qui montrent une prise de conscience progressive. Certaines évolutions réglementaires commencent à intégrer des critères liés au confort d'été, notamment dans la construction neuve, avec des exigences sur les protections solaires ou la capacité à limiter les surchauffes sans recours systématique à la climatisation. Mais ces évolutions concernent principalement les bâtiments neufs et touchent encore trop peu le parc ancien, qui représente la majorité des logements français, ceux-là même qui souffrent le plus de ce paradoxe entre bonne isolation hivernale et mauvaise gestion des apports solaires estivaux. Pour les occupants, la question la plus urgente n'est pas d'attendre une future évolution réglementaire, mais de comprendre que leur logement peut être, sans qu'ils le sachent, une passoire thermique d'été, même s'il ne l'est pas d'hiver. Cela signifie regarder son habitat avec un regard différent de celui qu'impose le DPE traditionnel. Observer l'orientation réelle des principales fenêtres, vérifier si des protections solaires extérieures existent et sont réellement utilisées au bon moment. Et évaluer si une ventilation nocturne traversante est possible ou si la configuration du logement l'empêche structurellement. Identifier si l'on vit sous une toiture mal isolée qui accumule la chaleur au fil de la journée. Ce diagnostic informel, presque personnel, vaut souvent plus que n'importe quelle étiquette officielle pour anticiper les périodes de canicule à venir. Il permet de prioriser les interventions réellement utiles. Installer ou améliorer des protections solaires extérieures sur les façades les plus exposées, en particulier à l'ouest, réfléchir à une meilleure isolation de toiture si l'on habite sous les combles, chercher des solutions de ventilation nocturne compatibles avec la sécurité et le bruit urbain, plutôt que de se précipiter uniquement sur l'achat d'un climatiseur, solution rapide mais coûteuse, et qui ne traite jamais la cause structurelle du problème. Ce silence collectif autour de la passoire thermique d'été a un coût qui dépasse le simple inconfort. Il a un coût sur la santé, en particulier pour les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes fragiles, qui subissent chaque été des nuits sans sommeil réparateur dans des logements incapables de redescendre en température. Il a un coût énergétique caché, celui de la multiplication des climatiseurs individuels, achetés dans l'urgence pour compenser un problème structurel,
et qui alourdissent la facture d'électricité pendant les pics de consommation estivale. Et il a un coup de désillusion pour tous ceux qui ont investi dans une rénovation énergétique pensant régler tous leurs problèmes de confort, sans savoir qu'ils ne traitaient qu'une partie du problème. Reconnaître l'existence de cette seconde passoire thermique, c'est accepter que la rénovation énergétique française doit évoluer au-delà de sa vision presque exclusivement hivernale. Ce n'est pas remettre en cause l'importance de l'isolation contre le froid, qui reste évidemment essentielle. C'est simplement rappeler qu'un logement performant sur le papier peut rester un piège en pratique, si personne n'a pensé à l'été au moment de le rénover. Alors, la prochaine fois que vous consulterez le DPE d'un logement, gardez cette question en tête, celle que presque personne ne pose encore assez fort en France. Ce logement est peut-être excellent contre le froid. Mais qu'en est-il, vraiment, une fois que le thermomètre dépasse les 35 degrés dehors et qu'il n'existe aucune façon de le faire redescendre à l'intérieur ?